Dans le Sahel, épisode 43. Vous y êtes les bienvenus. Salutations distinguées pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Un petit pas en arrière pour vous rappeler que la semaine dernière, avec Demba Amarhan, l'accent a été mis sur les initiatives locales de lutte contre la précarité au Sahel central. Je n'ai pas d'accompagnement ni d'aide à quelque part. Je suis basée sur les moyens que j'ai, avec l'accompagnement des messieurs aussi souvent. J'ai tenté, j'ai déposé certaines opportunités, mais ça n'a pas marché. Mais il y a le recrutement des PRAP l'année passée, qu'on a déposé. J'ai postulé, on nous a recrutés, on a fait une formation de 3 mois sur l'élevage, mais jusqu'à présent, on attend toujours les résultats. Après la formation, on va voir ce qu'on va nous donner. Donc, on attend. Nous finançons des jeunes allant de 15 ans à 64 ans, ou du moins des jeunes ou des entreprises de jeunes ou des entreprises qui emploieraient des jeunes. Il y a des initiatives qui peuvent, pas seulement, mais qui doivent, c'est renforcer le dialogue social, et des mécanismes endogènes propres aux Maliens, pas seulement calquer tout sur l'occidentalisme. Il y a des mécanismes dont nos aïeux ont mis sur place qui peuvent assouplir à beaucoup de choses. Mais il ne s'agira pas aussi de collecter un fonds à travers une population appauvrie. Les demandes de contribuer financièrement, je ne pense pas que c'est nécessaire. Malgré la morosité économique, en tout cas au Niger, et l'insécurité qui y règne, la DGI a pu maîtriser en tout cas la situation. Vous avez constaté, avec la fermeture de la frontière du Niger avec le Nigeria, là aussi c'est une faiblesse pour la DGI. Mais quand cela ne tient, nous avons fourni des efforts nécessaires pour le besoin du budget de l'État. À suivre dans ce numéro, un décryptage de la façon dont les États utilisent les ressources, qu'elles soient naturelles ou non, pour lutter contre le terrorisme. Les instructeurs russes sont venus, nous on les voit, mais je n'ai pas vu leur contrat. Si on les paye en CFA, en tout cas ils sont payés à partir du Mali. Le Mali est souverain de prendre n'importe quelle richesse pour payer, parce qu'aujourd'hui la question de la défense nationale est au chapitre 001. Quand tu quittes cette logique, tu rates, en tout cas tu n'es pas en phase avec le peuple du Mali. Peut-être qu'il y a quelques intérêts particuliers, tu as une autre lecture plus sensible, mais moi je pense qu'aujourd'hui, quand vous écoutez le commun des Maliens, ils vont dire que mon problème d'abord, c'est comment vivre dans mon pays. C'est ça. C'est l'occasion pour nos pays d'utiliser judicieusement et efficacement les ressources dont ils disposent pour lutter contre le terrorisme. Mais cette lutte contre le terrorisme est de pair avec la formation. Et vous avez vu, il y a avant-hier, je crois, à Niamey, il y a même une école de guerre qui a été inaugurée pour former les militaires nigériens dans l'art de la guerre. On peut dire que réellement, on a des hommes aguerris, on a le matériel qu'il faut et les hommes mouillent le maillot. Par exemple, quand vous prenez les bires, ce sont des éléments surentraînés qui sont très bien équipés, qui font le boulot sur le terrain parce qu'on a des frères, des cousins qui sont dans le domaine et quand ils vous font souvent le retour, on sent réellement qu'on a quand même atteint un niveau acceptable où on peut faire face à l'ennemi, ce qui fait que le plus souvent, l'ennemi est obligé de se camoufler ou de tendre des pièges. Morceau choisi de ceux dont il est question aujourd'hui dans ce magazine produit avec le soutien de la fondation Open Society. La dégradation du climat sécuritaire, c'est bien là l'une des principales raisons qu'ont avancé les militaires qui ont renversé les dirigeants civils au Sahel central. Ils sont tombés les uns après les autres à partir de 2020. Les armées ont pris l'engagement avec les populations de mettre fin au terrorisme et ont diversifié depuis les partenariats. En interne, les unités combattantes sont renforcées. Au Burkina Faso, plusieurs unités d'élite ont été créées au sein des forces armées nationales depuis le début de la crise sécuritaire. Les membres de ces unités bénéficient régulièrement de formations. Il s'agit d'éléments aguerris pour la lutte contre le terrorisme, disent les autorités. Faisons le point sur place avec Martin Kaba. Juin 2024.
L'armée burkinabé reçoit dans ses rangs 60 nouveaux formateurs des unités d'élite. Ces hommes sont formés au centre d'entraînement commando Sénèque basé à Pau dans la province du Naouri. L'objectif est clair, renforcer les performances des éléments déjà sur le terrain. Ce centre est sous le commandement du chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Théophile Nikema. Ce sont des éléments, ce sont des piliers de la chaîne de formation des unités d'élite de cette armée, mais aussi ceux qui participent à l'aguerrissement de nos hommes sur le terrain, les soldats. Donc c'est l'occasion pour moi de féliciter le commandement du centre. Sur les 70 stagiaires inscrits au départ, 60 ont pu terminer le cycle de formation. 10 personnes ont dû abandonner au regard de l'intensité de l'apprentissage qui s'est déroulé en 2 mois. Capitaine Patrick Bado, commandant du Sénèque. Durant cette phase, les activités de nuit sont particulièrement prisées par les cadres, avec un rythme de 22 à 24 heures sur 24. Parfois, les marches finissent au pas-course pour débuter l'activité du matin. La fatigue, la faim, le sommeil, le stress intense sur les obstacles accompagnent les stagiaires. Tout cela dans le but de les amener au-delà de leurs limites et forger le moral des plus faibles. En plus d'être des formateurs, ces hommes sont également appelés à descendre sur le terrain. Ils auront en outre permis la libération de plusieurs zones contrôlées par les groupes armés, dont la route nationale numéro 16 reliant Tinkodogo à la frontière togolaise. Une prouesse saluée par le président du Conseil régional des organisations de la société civile du Centre-Est, Pierre Claver Kiema. Il y a eu un moment où il était difficile même C'était la peur au ventre que les gens allaient vers les frontières, surtout du Togo. La RN16 pour rejoindre Saint-Cancé, il y a eu plusieurs fois des attaques, des gens ont été tués, et on a incendié des véhicules, on a enlevé des gens. Donc, la peur au ventre, beaucoup se réservaient même d'emprunter la voie, alors que la province de Koulpelgo est le grenier de notre région. Depuis le début de la crise sécuritaire au Burkina Faso, plusieurs unités d'élite ont été créées au sein des forces armées nationales. En exemple, le groupement des unités de la police nationale, les unités d'élite des eaux et forêts, les forces spéciales, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, ainsi que le bataillon d'intervention rapide de l'armée, en abrégé le BIR. Des unités bien entraînées qui apportent des résultats sur le terrain selon le journaliste Issouf Ouidraogo. On peut dire que réellement on a des hommes aguerris, on a le matériel qu'il faut et les hommes mouillent le maillot. Par exemple, quand vous prenez les BIR, ce sont des éléments surentraînés qui sont très bien équipés, qui font le boulot sur le terrain parce qu'on a des frères, des cousins qui sont dans le domaine et quand ils vous font souvent le retour, on sent réellement qu'on a quand même atteint un niveau acceptable où on peut faire face à l'ennemi, ce qui fait que le plus souvent l'ennemi est obligé de se camoufler ou de tendre des pièges parce que certains n'hésitent pas à dire que si c'est face to face comme on le dit souvent, l'ennemi n'a pas cette capacité de résistance avec l'armée. L'analyse des questions sécuritaires Yembwani Lompo note également un renforcement de la formation des unités d'élite, mais pour lui, le temps de formation reste court au regard des défis qui attendent les hommes sur le terrain. C'est le cas par exemple des bataillons d'intervention rapide. Nos bataillons d'intervention rapide ne suivent que ce qu'on appelle le MCO, la mise en condition opérationnelle, qui peut durer autour de 21 jours, 3 mois maximum. Je pense que, pour ne pas dire que c'est insuffisant, mais pour dire qu'on aurait dû faire mieux. Nous avons besoin des hommes très bien formés sur le terrain. Les gens apprennent sur le terrain, mais aussi il faut une formation de base avant de démarrer. Et donc il faut prolonger le temps de formation. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut adapter au terrain. C'est d'abord le timing de formation. Voilà. Un soldat pour être opérationnel doit au moins faire 9 mois de formation. Et sur le plan physique et sur le plan psychologique. Parce que quand des fois la situation devient maigre, l'homme qui n'est pas préparé psychologiquement peut décrocher. Au-delà de la création et la formation des unités d'élite, ces acteurs saluent la mise en place d'une stratégie de lutte contre le terrorisme. Ainsi, l'armée burkinabé a été réorganisée passant de 3 à 6 régions militaires et 8 légions de gendarmerie. De Ouagadougou, Martin Kaba, West Africa, Democracy Radio. Au-delà des ressources humaines, les autorités burkinabées misent également sur la mobilisation des ressources financières. À ce titre, le fonds de soutien patriotique a été mis en place
et a pu être alimenté aujourd'hui à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Comment ces fonds sont-ils utilisés dans la lutte antiterroriste? Écoutez Oumarou Yaro, expert en gestion de performance économique. Il participe au Burkina Faso à la formation des comités de paix et de sécurité. Officiellement, ces fonds sont destinés essentiellement à aider l'État à faire face aux coûts très élevés de la guerre. N'oubliez pas que le Burkina est dedans depuis plus de 9 ans maintenant. Et ces fonds, en fait, est destiné essentiellement à cela. Je dirais certains prélèvements étaient programmés pour juste 2 ans, mais c'est sûr que ça va se poursuivre au vu de ce qu'on est en train de constater, notamment que l'insécurité à l'oreille due, notamment l'augmentation régulière du nombre de VTP et également l'utilisation de ces fonds-là pour certainement autre chose. Et il ne faut pas l'oublier, le gouvernement a un certain nombre de fonds de souveraineté et comme mon collègue l'a dit, au Niger, c'est avec fierté que les populations contribuent, mais ce n'est pas des fonds qui sont directement reversés dans le budget de l'État. Vu la situation du Burkina, une partie de ces fonds sont régulièrement utilisés pour régler un certain nombre de problèmes pour lesquels il est difficile de communiquer publiquement avec la population. Donc ça relève bien sûr du secret d'État que nous n'avons malheureusement pas. Il y a une volonté du gouvernement, en tout cas de renforcer le patriotisme et de renforcer la souveraineté. Donc dans ce sens, ici, c'est pas exclu qu'une partie de ces fonds-là puisse être utilisée pour la création des usines et autres. Parce qu'à côté de ces fonds, on a mis en place ce qu'on appelle la PEC. Donc c'est des agents de promotion interne, en tout cas de coopératives, pour que les populations puissent contribuer en tant qu'eux-mêmes apporteurs d'affaires pour construire des usines de transformation, pour construire des routes par-ci et par-là. Sinon, officiellement, on ne communique pas sur les autres usages possibles de ces fonds. Oumarou Yaro, expert en gestion de performance économique, participant à la formation des comités de paix et de sécurité au Burkina Faso. Nous allons au Mali. Le pays a fait de la formation des unités d'élite l'un des piliers centraux de sa stratégie de lutte antiterroriste. Pendant longtemps, les soldats maliens triés sur le volet et repartis au sein des unités d'élite étaient formés avec le soutien de l'EUTM, la mission de formation de l'Union européenne qui depuis a quitté le pays. Aujourd'hui, la relève est assurée par des formateurs aussi bien maliens que russes. Difficile d'avoir des éléments prouvant qu'ils sont payés ces Russes avec les ressources naturelles du Mali. À Bamako, les explications de Aliou Cham. Pour mener une lutte efficace contre les groupes armés non étatiques, le Mali a créé plusieurs unités d'élite. Parmi elles, la Forsat, Force spéciale antiterroriste, le GCGN, groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale, dont la mission principale est de combattre le terrorisme. Seydou Betraoré est l'un des commandants de cette unité. Il s'est exprimé dans l'émission Défense citoyenne sur la télévision nationale. Il y a la lutte contre le terrorisme de toutes ses formes, à savoir la libération d'otages, l'arrestation à haut risque dans le cadre du grand banditisme et dans le cadre de la criminalité organisée. L'unité assure également la protection des hautes personnalités, des détenus sensibles et des fonds et des valeurs, également le transport des matières dangereuses dans les zones à haut risque où le niveau de menace est très élevé. L'unité participe également activement à la défense opérationnelle du territoire à travers des détachements à des endroits. La plupart de ces forces étaient jusque-là entraînées par l'EUTM, la mission de formation de l'Union européenne. Mais depuis le départ de l'EUTM, les autorités militaires se sont tournées vers d'autres partenaires, notamment la Russie, avec laquelle un accord de défense militaire a été signé. Désormais, la formation des forces armées maliennes est assurée par des instructeurs russes. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense. Aujourd'hui, nous avons redynamisé la coopération avec la Russie et la présence des
formateur ici au Mali est essentiellement basé sur l'entraînement de nos hommes, la formation de nos pilotes. Depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, plusieurs secteurs ont connu des réformes, particulièrement celui des mines avec la modification du code minier, ce qui permet de financer les programmes militaires et de formation. Modibo Oumar Koulibaly, leader de la société civile de Ségou, n'écarte pas l'idée de payer les Russes à travers l'exploitation minière. Les instructeurs russes sont venus, nous on les voit, mais je n'ai pas vu leur contrat. Si on les paye en CFA, en tout cas, ils sont payés à partir du Mali. Le Mali est souverain de prendre n'importe quelle richesse pour payer. Parce qu'aujourd'hui, la question de la défense nationale est au chapitre 001. Quand tu quittes cette logique, tu rates. En tout cas, tu n'es pas en phase avec le peuple du Mali. Peut-être qu'il y a quelques intérêts particuliers, tu as une autre lecture plus sensible. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, quand vous écoutez le commun des Maliens, ils vont dire que mon problème d'abord, c'est comment vivre dans mon pays. C'est ça. Selon Massiré Diop, journaliste et analyste des questions sécuritaires, l'État doit davantage miser sur ses propres forces dans la lutte contre le terrorisme. L'accent devrait être mis beaucoup plus, sinon davantage, sur nos propres soldats, sur nos propres hommes qui connaissent le terrain, qui connaissent les moyens, qui connaissent les hommes, qui connaissent aussi, qui ont une maîtrise assez approfondie du sujet. Parce qu'au moins, ils ne partiront pas, ils n'ont pas d'autres nations. Donc, leur seul combat, véritablement, c'est pour que la sécurité règne partout. Je pense que ça aussi, ça doit être un atout. Le Mali dispose toutefois des centres de formation militaire où interviennent des instructeurs maliens qui partagent leurs connaissances avec les nouvelles recrues. Cette approche permet aux unités d'élite de maintenir le niveau d'excellence après le départ de la mission de formation de l'Union européenne. De Bamako, Aliou Thiam pour la West Africa Democracy Radio. Vous écoutez le magazine Dans le Sahel sur la West Africa Democracy Radio. Cette semaine, le thème s'intitule « Utilisation des ressources pour lutter contre le terrorisme ». À ce sujet, justement, notez que les 3 pays du Sahel central s'illustrent davantage dans la mobilisation des ressources internes et le contrôle des sources de financement et de leur maîtrise. Le Burkina, le Mali et le Niger ont été isolés sur le plan international et même régional en raison des coups d'État qu'ils ont connus depuis 2020. Le changement de partenaire traditionnel dans la formation des unités combattantes est aussi un facteur qui renforce l'idée d'une stratégie axée sur la mobilisation des ressources propres. Le Mali, par exemple, a fait appel au groupe paramilitaire russe Wagner, même si officiellement, les autorités indiquent qu'il s'agit d'instructeurs et des chiffres ne manquent pas sur la rémunération des mercenaires. Alpha Aboubakar nous explique davantage. En septembre 2021, l'agence Reuters évoquait une somme de 10 millions de dollars par mois, l'équivalent de 6 milliards de francs CFA versés à Wagner au Mali. La somme a été confirmée par le général américain Stephen Townsend, commandant d'Africom, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, établi en Allemagne, montant que les autorités maliennes n'ont pas démenti. Wagner a l'habitude de faire payer en nature en exploitant certaines mines d'or comme en Centrafrique. Le Mali semble ne pas être rentable et plusieurs experts soulignent que des mines ont déjà été identifiées comme celle de Siama, proche de la ville de Ségasso, une autre aussi aux environs de la ville de Koulikoro, près de Bamako. 2 autres se trouvaient aussi à la frontière avec le Sénégal, les mines de Fekola et de Gunkoto. Toutes se trouvent dans le sud du pays. Le Foreign Policy Research Institute, spécialisé dans les recherches scientifiques sur les défis en matière de politiques étrangères, affirme dans un rapport paru en mars 2022 que les réglementations gouvernementales sont beaucoup plus strictes qu'en République centrafricaine et les entreprises privées ne peuvent pas facilement les contourner et les mines artisanales, en particulier celles du nord du Mali, sont contrôlées par des groupes armés tels que la coordination des mouvements de l'Azawad qui ont désapprouvé l'arrivée du groupe Wagner. The Blood Gold Report, un consortium international de chercheurs qui enquête sur les liens entre Wagner, les régimes autoritaires africains et les entreprises minières, explique dans l'un de ses rapports qu'à Bamako,
Les autorités de la transition se sont appuyées sur les impôts, principalement récoltés auprès des sociétés occidentales, extrayant l'or du sous-sol malien pour ensuite les utiliser pour payer Wagner. Au Burkina Faso, la part du budget de l'État allouée au secteur de la défense et la sécurité est passée de 20,27% en 2022 à 28,42% en 2023. Le pays s'appuie sur le fonds de soutien patriotique, entre autres, dans la lutte antiterroriste. Là aussi, le code minier a été révisé, ce qui fait dire à certains analystes que les autorités n'excluent pas d'utiliser les ressources naturelles pour avoir plus de marge de manœuvre. Le Niger dispose aussi d'un fonds patriotique. Le secteur des mines connaît des bouleversements avec l'arrivée de nouveaux partenaires. Le Niger, justement, les militaires en place à Niamey priorisent l'utilisation des ressources internes pour lutter contre le terrorisme. Recrutement de jeunes pour intégrer les rangs de l'armée, assainissement des sources de revenus, diversification des partenariats et acquisition des équipements militaires. Murtala Zouberou a parlé à plusieurs acteurs. Le Niger mise sur la formation et l'équipement des forces de sécurité pour endiguer les phénomènes terroristes. Le chef des militaires au pouvoir a affirmé que l'autre pan de la stratégie est de promouvoir la montée en puissance de l'armée. Des moyens de renforcement des unités combattantes dont parle Amadamou, analyste nigérien des questions sécuritaires. Dans cet élan de souverainisme, c'est l'occasion pour nos pays d'utiliser judicieusement et efficacement les ressources dont ils disposent pour lutter contre le terrorisme. Mais cette lutte contre le terrorisme est de pair avec la formation. Et vous avez vu, avant-hier, je crois, à Niamey, il y a même une école de guerre qui a été inaugurée pour former les militaires nigériens dans l'art de la guerre. Donc, ce qui veut dire que du côté de la formation, il faut que nos formations se passent dans nos pays. On a les moyens humains, mais aussi les moyens matériels. Cela veut dire tout simplement qu'il faut qu'on compte sur nous-mêmes en utilisant nos moyens, en utilisant nos intelligences, en utilisant nos forces et en nous renforçant entre nous, en renforçant nos capacités humaines, mais également nos capacités matérielles. Pour le contrôleur général de la police nigérienne à la retraite, Amadou Adamou, les lignes ont bougé dans la lutte contre l'insécurité au Sahel. Le pays est plus libre de ses choix en matière de formation des unités d'élite et d'utilisation des ressources à cette fin. Selon lui, cela peut s'expliquer par la rupture de la coopération militaire entre l'Occident et les pays du Sahel, notamment la France. Mais aujourd'hui, les jeunes qui ne peuvent plus continuer effectivement à accepter ce genre de pratiques coloniales, mais ils sont obligés de mettre fin à la coopération, en voyant clair, en cherchant clair. Parce que ça aurait été avec la France, on ne serait jamais équipé pour pouvoir parvenir à combattre le terrorisme. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a eu énormément de progrès. Le fait même qu'au Mali, les gens sont parvenus à rentrer dans Kidal, prendre le Kidal, c'est déjà une bonne chose. Je dis ici, évidemment, au Niger, encore, nous avons connu évidemment beaucoup de situations aussi difficiles que celles que nous vivons, et nous sommes toujours effectivement parvenus à surmonter effectivement ces difficultés. D'autant plus que les militaires n'ont ni peur, ni encore, comme je le dis, ne sont jamais résignés à laisser effectivement des forces obscures s'installer effectivement sur notre territoire. L'acteur de la société civile nigérienne, Ibrahim Ali, pour sa part, estime que cette rupture radicale avec des partenaires condescendants donne plus de marge de manœuvre aux dirigeants des pays de l'AES qui n'ont plus droit à l'erreur au moment où l'insécurité semble plus présente. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a été pris en charge par son pays pendant combien d'années, jusqu'à ce que tu vas commencer à travailler, aller à l'école, commencer à venir à travailler, fonder encore une autre famille et tu vas essayer d'abattre ton pays. Donc vraiment, il faut que ces militaires-là et ces dirigeants-là prennent leurs responsabilités en main pour que toute autre personne qui ose une seule seconde ou toute autre personne qu'on soupçonne de X ou Y, il faut que vraiment ça change. Nous avons vu, il y a eu un très grand changement. On a des armes aujourd'hui vraiment de dernière génération qui peuvent vraiment combattre ces terroristes. Pour ainsi atteindre leur objectif dans la formation des unités combattantes engagées dans la lutte antiterroriste,
les autorités nigériennes ont décidé d'augmenter l'effectif de l'armée. Elles envisagent de recruter 10 000 hommes d'ici la fin de l'année. Le processus a commencé fin juillet 2024. De Niamey, Murtala Zouberou pour West Africa, Démocratie Radio. Dans le Sahel, épisode 43, c'est terminé. Cette semaine, le thème s'intitule « Utilisation des ressources pour lutter contre le terrorisme ». Ce magazine est réalisé avec le soutien de la Fondation Open Society. Retrouvez-le sur notre site wadr.org. Si vous voulez réagir à ce que vous venez d'écouter, rendez-vous sur notre page Facebook WADR Service Français ou écrivez-nous à l'adresse mail wadr@wadr.org. Rejoignez-nous pour discuter sur notre numéro WhatsApp +221 77 569 77 72 +221 77 569 77 72. Gardez la forme. Salut